Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite dès à présent à partager juste après avoir cliqué sur le pouce en l'air. Au programme ce soir, à la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, nous ferons le tour de tous les enjeux internationaux. Nous partirons ensuite aux Pays-Bas. Après la démission du Premier ministre, le pays renoue avec l'incertitude politique. Et puis, un an après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, nous reviendrons sur un point crucial de l'affaire, la secte Moon. J-1 avant l'ouverture du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Vilnius, un sommet qui fera la part belle à l'envoi d'armes à l'Ukraine, mais pas seulement. Un sommet entre guerre de position et guerre d'influence. Dès mardi, le gratin international associé à l'OTAN sera réuni à Vilnius, en Lituanie, une ville surtout connue en France pour l'assassinat de Marie Trintignant par son ex-compagnon Bertrand Cantat. L'ambiance devrait toujours être aussi meurtrière puisque le principal sujet débattu tournera autour des approvisionnements d'armes à l'Ukraine, un sujet devenu marronnier de toutes les instances internationales. Il semble toutefois que la contre-offensive de Kiev ait permis davantage de vider les stocks de munitions que de récupérer du terrain autre que des ruines déjà abandonnées par les troupes russes. Une évidence que l'élite planétaire se refuse à admettre tant elle scellerait la défaite occidentale et une perte de territoire définitive pour l'Ukraine. Alors que le cap des 500 jours de conflit vient d'être franchi, Zelensky devrait multiplier les déclarations pour maintenir la pression sur l'Union européenne et les États-Unis afin de continuer de cacher la réalité du terrain. L'Allemagne, par la voix du président Steinmeier, semble vouloir indiquer que l'unanimité du camp occidental n'existe pas. En effet, Berlin se dit défavorable aux livraisons de bombes à sous-munitions à Kiev, mais n'entend pas pour autant s'y opposer. Et pour cause, face à Washington, l'Allemagne, comme ses camarades européens, baisse les yeux. Une attitude qui rappelle également le récent fléchissement français quant à l'hypothétique adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Après avoir officiellement été opposé à cette décision, Emmanuel Macron a fait connaître son nouvel avis il y a quelques semaines. En réalité, tout porte à croire que cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'a qu'une seule vocation, maintenir les tensions à un niveau très élevé entre les différents acteurs de la guerre, mais rien d'autre. En effet, au regard des règles internationales, l'intégration de Kiev à l'OTAN aurait pour conséquence directe de placer tous les pays de l'organisation dans une guerre ouverte contre Moscou, ce qui n'est pas l'objectif des États-Unis qui trouvent bien plus d'intérêt à une guerre par proxy qui s'éternise. Dans ce bouillonnement international, une figure est toujours en pointe pour les coups de billard à trois bandes. Il s'agit du président turc Erdogan, récemment réélu. Alors que celui-ci avait envoyé un message de soutien à Vladimir Poutine dans les premières heures après la mutinerie du groupe Wagner de Prigojine il y a quelques jours, ce dernier a décidé de troubler son jeu. Samedi, en voyage en Turquie, Volodymyr Zelensky a ainsi pu ramener dans ses valises 5 officiers ukrainiens du régiment Azov capturés par les Russes au moment de leur victoire à Mariupol, fin mai 2021. Ces prisonniers faisaient pourtant l'objet d'un accord et devaient rester en Turquie. Ainsi, cette libération peut être considérée comme un pied de nez d'Erdogan à Vladimir Poutine. Toutefois, même si cette nouvelle n'a pas dû faire les affaires du président russe, tout porte à croire que c'est un geste dérisoire qui sert avant tout au président turc à négocier ses propres intérêts. Si Ankara a par exemple accepté l'idée d'une adhésion de la Finlande, frontalière de la Russie, dans l'OTAN, elle refuse toujours pour l'heure l'adhésion de la Suède, qui héberge des réfugiés du PKK kurde, considérés comme terroristes par la Turquie. À noter que la Hongrie de Viktor Orban est également opposée à cette adhésion. La Turquie attend par ailleurs une livraison d'avions américains F-16 et ne doit donc pas particulièrement dévoiler ses ambitions sino-russes. Par ailleurs, sur le terrain syrien, la partition des intérêts diffère de la question ukrainienne. Ainsi, les armées syriennes, soutenues par Moscou, ont repris le pilonnage des terroristes islamistes aidés
par Ankara pour nuire aux Kurdes. Les enjeux sont donc bien complexes et Erdogan joue une partition particulièrement fine visant à ménager tous ses intérêts. Une stratégie également adoptée par les États-Unis qui se servent de l'OTAN dont ils sont les principaux bailleurs de fonds. Une équation dans laquelle l'Europe et la France comptent désormais bien peu. Aux Pays-Bas, le gouvernement libéral vient de démissionner officiellement en raison de désaccords sur la politique d'asile. Le pays est également secoué par l'émergence d'une contestation politique des mesures agricoles du gouvernement. L'analyse de Nicolas de Lamberterie. Le 4e gouvernement du libéral Mark Rutte, Premier ministre néerlandais depuis 2010, vient de présenter sa démission, ce qui entraînera de nouvelles élections aux Pays-Bas d'ici la fin de l'année 2023. Mark Rutte, réputé pour être un fin tacticien politique et un homme sachant mettre en scène un train de vie modeste et une gestion rigoureuse des affaires publiques, est le Premier ministre à la plus grande longévité que les Pays-Bas aient connue et partage avec le Hongrois Viktor Orbán le statut de chef de gouvernement le plus anciennement en poste au sein des pays de l'Union européenne, depuis que la chancelière Angela Merkel s'est retirée en 2021. Mark Rutte a par ailleurs reçu le pseudonyme de Téflon, illustrant par là sa capacité à résister à tous les scandales ou difficultés qui lui glissent dessus sans s'accrocher. Notons d'ailleurs que la démission de Mark Rutte s'est déjà produite à 2 reprises, avec des élections législatives anticipées en 2012 et 2021, ce qui n'exclut donc pas que Mark Rutte puisse redevenir Premier ministre pour un 5e gouvernement à l'issue des élections législatives anticipées de 2023. Le système électoral néerlandais fonctionne à la proportionnelle intégrale sans barre minimale à franchir pour obtenir des élus, ce qui fait qu'un parti qui obtiendrait 1,5% des voix aux élections législatives pourrait ainsi obtenir 2 élus sur les 150 que compte le Parlement néerlandais. Ce système nécessite donc la constitution de coalitions de partis pour obtenir une majorité gouvernementale. À titre d'exemple, le gouvernement de Mark Rutte, qui vient de démissionner, était constitué d'une coalition de 4 partis sur un total de 17 listes ayant obtenu au moins un élu lors des dernières élections législatives de mars 2021. Officiellement, la raison de la démission du gouvernement Rutte est un désaccord entre les partis de gouvernement au sujet de la politique d'asile. Les Pays-Bas, pays lourdement surpeuplés, font face à un afflux important de migrants qui demandent ensuite, conformément à un droit permis par la législation de l'Union européenne, leur droit au regroupement familial. La mesurette sur laquelle les partis de coalition au pouvoir sont tombés en désaccord était de limiter à un quota de 200 enfants par mois le nombre d'enfants de demandeurs d'asile pouvant venir aux Pays-Bas rejoindre leurs parents. Par ailleurs, la vie politique du pays, souvent marquée par des ascensions et des chutes spectaculaires de nouveaux partis politiques, est marquée depuis plusieurs années par la contestation au sujet des plans agricoles du gouvernement. En effet, le plan azote du gouvernement Rutte prévoit l'expropriation brutale d'environ 1/3 des terres agricoles d'ici 2030. Selon l'ancien haut cadre bancaire et ancien député du Forum pour la démocratie Ralph Decker, ce projet pourrait en réalité cacher une volonté de réutiliser les terres agricoles confisquées pour construire des logements pour les nouveaux arrivants aux Pays-Bas. Ça fait part de toute une série de mesures qui sont officiellement contre le nitrogène. Parce que ça, c'est mauvais pour l'environnement, dit-on. Et c'est pour ça que les fermiers doivent réduire leurs activités. Alors officiellement, c'est pour la nature, mais en fait, c'est pour faire les maisons, pour être capable d'accommoder des nouveaux gens qui vont à la Hollande. C'est pour ça. Alors les fermiers sont poussés dans une direction qui n'est plus la direction fermier. Ils doivent abandonner leur métier, c'est pour ça. Par ailleurs, les autorités néerlandaises étaient également sur le point de mettre en œuvre des projets particulièrement radicaux en ce qui concerne l'atteinte du droit à la propriété privée. En effet, afin de réguler le problème de l'accès au logement, qui s'est aggravé avec la venue de nombreux migrants, le gouvernement néerlandais envisageait de donner le droit aux municipalités de préempter toute vente de maisons ou d'appartements en décidant de façon arbitraire à qui un vendeur aurait le droit de vendre son logement et en déterminant le prix du bien immobilier, se basant toutefois sur le prix du marché. Alors ça, c'est relativement extrême. C'est toujours juste une idée qui est lancée, c'est pas vraiment des mesures, pas encore, heureusement. Mais l'idée, c'est que il y a un certain taux
de prix des maisons. Et quand on vend sa maison à un certain taux de prix, pas jusqu'à, je crois, 350 000, là, c'est la municipalité qui doit... mais c'est vrai que ça fait part d'une tendance générale où, pour la nature ou pour l'humanité ou pour n'importe quelle raison, les droits fondamentaux sont attaqués. C'est ça qui est inquiétant pour les gens ici. Il y a évidemment le Forum pour la démocratie, mais est-ce qu'il y a d'autres forces politiques qui pourraient à un moment donné contrecarrer, bloquer ou ralentir ce type de projet ? Pas tellement, parce que la plupart des partis politiques sont juste discutés. Par exemple, le taux de prix, ça ne doit pas être 350, mais ça doit être 450, truc comme ça. Alors, ils discutent des détails, mais la tendance générale n'est pas discutée. Et c'est pour ça que nous sommes plus ou moins le seul parti politique qui est fondamentalement contre ces tendances. Les élections anticipées devraient voir la progression significative du parti de contestation agraire BBB, qui a effectué une très grande percée lors des élections provinciales de mars 2023. Restera toutefois à voir comment se positionnera ce parti contestataire à l'avenir, étant donné qu'il serait d'ores et déjà en train de négocier des coalitions de gouvernement avec les Verts dans l'une ou l'autre province des Pays-Bas. Ce ne serait en tout cas pas la première fois que Mark Rutte parvient à déjouer la montée en puissance d'un parti populiste de contestation en l'amenant à participer aux coalitions gouvernementales et en parvenant ainsi à miner sa puissance électorale. Il y a un an, presque jour pour jour, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe était assassiné. Un crime étroitement lié à la secte Moon. L'occasion de revenir sur cette organisation opaque. Le 8 juillet 2022, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, membre du parti libéral-démocrate, était abattu de 2 coups de feu en plein jour lors d'un discours public. L'assassin Tetsuya Yamagami révèle l'avoir tué en raison de ses liens avec une certaine organisation. Il s'agit en réalité de la secte Moon qui entretenait des relations étroites avec l'ex-premier ministre et son parti. L'assassin reproche à cette secte la ruine de sa mère. Le fondateur de l'organisation, aussi appelée Église de l'Unification, est Sun Myung-moon. Il naît en 1920 dans l'actuelle Corée du Nord au sein d'une famille d'agriculteurs. À 15 ans, le jour de Pâques, il affirme avoir reçu une apparition du Christ, lui demandant de poursuivre sa mission inachevée sur Terre. C'est le point de départ d'une nouvelle religion. Après avoir été jeté par les protestants qu'il considérait comme hérétiques, Moon fonde l'Église de l'Unification en 1954. Il se présente comme un autre Messie, le troisième Adam. Dès son origine, la secte est profondément mêlée aux politiques. L'anticommunisme est structurant, Moon ayant lui-même été arrêté et torturé en 1946 par les autorités communistes locales. La secte est aussi radicalement opposée à la colonisation japonaise. À partir de là se constitue toute une théologie visant à justifier les opinions politiques, en particulier les positions de la secte vis-à-vis du Japon. Reprenant les images de la Genèse, le Japon est associé à Ève et au péché, la colonisation de la Corée constituant la faute originelle à réparer. La Corée, elle, est évoquée à travers le personnage d'Adam. Dès lors se développe l'idée que le Japon doit manifester des remords, payer pour ses fautes et servir la Corée du Sud. De nombreux mariages ont lieu entre des hommes coréens et des femmes japonaises. Cette église est aussi connue pour des mariages collectifs de masse qu'elle pratique encore aujourd'hui. En 2020, 6000 personnes ont été mariées dans une même cérémonie, suscitant de nombreuses critiques en raison du contexte Covid. La secte a connu un développement rapide. Elle prend part à l'économie réelle dans divers secteurs de l'industrie au tourisme en passant par les médias et s'érige en véritable empire. Moon devient milliardaire et la question financière est au cœur de cette secte, principalement implantée en Corée où à l'œuvre pour l'unification,
et au Japon où elle réunirait environ 100 000 adeptes, ce qui pourrait surprendre à première vue. Ce rapprochement difficile à saisir pour l'opinion publique japonaise s'explique par l'anticommunisme viscéral partagé des deux côtés, mais aussi l'idée que le Japon doit réparer ses fautes à travers une contribution importante et notamment une contribution financière. Là se trouve le principal point d'achoppement. Bien qu'hostile à l'Empire du Soleil Levant en raison de sa colonisation de la Corée, la secte Moon est cependant très proche de certains partis politiques japonais et notamment du fameux PLD, le Parti libéral-démocrate, parti de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Au moins 179 sur les 379 députés de la formation ont reconnu avoir été en contact avec l'organisation. La secte Moon est un véritable pouvoir de l'ombre dans la société politique nippone. Elle soutient le PLD en apportant un travail bénévole pour les campagnes électorales. Le Premier ministre Shinzo Abe était l'une des figures les plus influentes de la secte. La secte est connue pour exercer une forte emprise psychologique sur ses fidèles en vue d'obtenir des dons faramineux. Elle récolte ses financements par le biais de ventes spirituelles. Elle convainc les fidèles d'acheter toutes sortes d'objets sacrés vendus très cher en les persuadant que par ces achats, ils obtiendront le salut ou la libération d'un karma ancestral qui pèserait sur leur famille. Les plus pauvres empruntent parfois de l'argent à leurs proches pour ces achats. La mère de l'assassin appartenait à cette secte depuis longtemps et fut justement ruinée pour cette raison. Le meurtre du Premier ministre Shinzo Abe résonne ainsi comme une vengeance à l'égard de la secte que l'assassin tient comme responsable de la ruine de sa mère. Il est aussi le résultat d'un long silence des autorités et des médias sur les agissements délétères de la secte Moon. Cet assassinat qui a profondément marqué les esprits fait éclater la vérité sur les liens obscurs qui peuvent exister entre le pouvoir politique et les sectes. Face à ces révélations, le pouvoir politique et la justice ne reprennent que timidement la situation en main. En octobre 2022, une loi est votée, entrée en vigueur en janvier 2023 pour interdire les invitations frauduleuses aux dons. Par ailleurs, l'Agence de la Culture a diligenté une enquête pour fournir à la justice des éléments pouvant aboutir à une dissolution de la secte, mais une dissolution est peu probable. Au Japon, la liberté de religion est constitutionnellement garantie et le travail d'influence de la secte Moon sur l'échiquier politique lui garantit sans doute de solides appuis. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf. Une manifestation interdite, des refrains anti-flics et des députés NUP complaisants. Samedi, 2000 personnes ont défilé dans les rues contre les violences policières, plus de 2 semaines après la mort de Mnaël Merzouk à Nanterre. Prétendument organisé pour rendre hommage à Adama Traoré, mort en 2016 lors d'une interpellation par la police, le rassemblement avait été interdit par la préfecture. Cela n'a pas empêché la manifestation de se tenir avec une dizaine de députés des groupes NUP revêtus de leurs écharpes tricolores. Ainsi, le député Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau et le député La Force Insoumise Éric Coquerel ne semblaient pas gênés par le refrain « Tout le monde déteste la police ». Ces élus semblent beaucoup plus s'émouvoir de l'arrestation d'Issoufou Traoré, le frère d'Adama. L'individu aurait frappé une femme commissaire de police avant d'être immobilisé, puis interpellé pour violence. Une nouvelle occasion pour la famille Traoré de crier aux violences policières. L'industrie du porno a encore de beaux jours devant elle. Vendredi, le tribunal judiciaire de Paris a reporté sa décision concernant le blocage de 5 sites pornographiques, parmi lesquels Pornhub et Xhamster. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, avait saisi l'appareil judiciaire en 2021. Motif, ces sites ne prenaient pas les mesures nécessaires pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Le tribunal de Paris reporte sa décision en raison de l'examen par le Conseil d'État des recours contre un décret. Le texte en question précise les moyens d'action de l'ARCOM pour sanctionner les sites qui n'empêchent pas les mineurs d'y accéder. Avec ce report, c'est une victoire pour le monde du pornographique qui gagne du temps, comme le fait remarquer François Biot-de-Lochner, président de l'association Stop au porno. Cette décision du tribunal de reporter la décision est absolument hypocrite et traduit bien l'embarras des autorités
entre une double contradiction. D'une part, admettre une société parfaitement libertaire, libre de faire tout ce qu'elle veut, et d'autre part, faire un blocage minimum de choses abominables que sont les sites pornographiques. Donc, en réalité, la société ne veut pas vraiment trancher aujourd'hui et laisse donc perdurer ces sites odieusement pornographiques qui détruisent en fait purement et simplement les individus. Le lobby LGBT peut aussi se frotter les mains. Dès la rentrée prochaine, les enfants élevés par des couples d'hommes ou de femmes pourront préciser à l'école qu'ils ont 2 papas ou 2 mamans. Des intervenants seront également formés aux questions LGBT pour lutter contre le harcèlement à l'école. Dimanche, Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de la diversité et de l'égalité des chances, a annoncé également l'ouverture de 10 nouveaux centres pour les personnes LGBT d'ici à 2027. Un projet qui coûtera 10 millions d'euros aux contribuables. Aux Pays-Bas, le lobby LGBT a également une belle victoire à son actif. Samedi, à Amsterdam, c'est un homme qui a été élu Miss Pays-Bas. Pour certains, il faut entendre par là une femme transgenre. Ricky Cole, âgé de 22 ans, était déjà bien connu des Néerlandais. Il avait participé au concours de mannequinat Holland Next Top Model en 2018. Prochaine étape pour le premier homme à accéder au titre de Miss Pays-Bas, la candidature pour Miss Univers. L'individu a de la chance, le concours n'est plus organisé par Donald Trump depuis quelques années. Mieux encore, la personne qui a pris la tête de la Miss Universe Organization en 2022 est un homme devenu femme. Le pape François nomme de nouveaux cardinaux. Dimanche, le Saint-Père a annoncé la tenue d'un consistoire le 30 septembre prochain. 21 évêques recevront la barrette de cardinal, parmi lesquels 2 Français. L'un d'eux, Monseigneur François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio, est l'auteur d'un livre sur la crise des vocations dans l'Église. Un ouvrage lu et apprécié par le pape. Le second, Monseigneur Christophe Pierre, exerce la charge de nonce apostolique aux États-Unis, c'est-à-dire d'ambassadeur du Saint-Siège. Avec ces 2 hommes, la France comptera désormais 6 cardinaux électeurs pour la désignation du prochain pape. Disparition inquiétante dans le sud de la France. Émile, âgé de 2 ans et demi, a été vu pour la dernière fois samedi vers 18h au Vernet, petite commune des Alpes de Haute-Provence. Il aurait échappé à la surveillance de ses grands-parents. Ce lundi matin, le périmètre de recherche a été étendu. 50 gendarmes et autant de pompiers sont mobilisés. L'enfant a les yeux marrons, les cheveux blonds et mesure 90 cm. Il était vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Et c'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, retrouvez Blanche Streb, docteur en pharmacie. Elle présente son dernier ouvrage, Grâce à l'émerveillement. Ce qui nous tire aussi dans une forme de désespérance, c'est de croire qu'il faut attendre que tout aille bien, qu'il n'y ait plus ni mal ni malheur pour commencer à espérer ou pour commencer à être heureux. Mais en fait, un monde où il n'y aurait plus ni mal ni malheur, ça n'existe pas en fait. Et je crois que cette conscience que le monde est imparfait, que nous sommes imparfaits aussi, est compatible avec cette vision et cette aspiration à voir aussi le beau et à avoir un désir de progresser personnellement et de voir aussi notre société progresser. Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le philosophe Loïc Chéniaud pour présenter son ouvrage « Pour la souveraineté intégrale, une bombe contre le pouvoir des GAFAM ». Tout de suite, c'est votre rendez-vous avec Mes Libertés Politiques et François Billot-de-Lecner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir. Les entreprises françaises sont importantes pour la France. Elles sont l'acteur essentiel de l'économie du pays, elles sont un vecteur important de la richesse de la France, elles ont un rôle social de premier plan puisqu'elles emploient des millions de personnes, etc., etc., etc. Elles sont dirigées par des patrons, par des chefs d'entreprise, essentiellement représentés par le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Jusque-là, rien que de très normal. Or, votre chroniqueur préféré autoproclamé est tombé par hasard sur une brochure volumineuse publiée par le MEDEF en 2017, juste avant l'élection présidentielle qui a débouché sur la catastrophe Macron. Que racontait cette volumineuse brochure ? L'énorme titre figurant sur la couverture disait tout en quelques mots. Ce titre était, écoutez-moi bien, mademoiselle, madame, monsieur, ce titre était « Le monde change,
Changeons la France. Ainsi, le MEDEF, représentant les patrons des entreprises françaises, proposait de changer la France, ni plus ni moins. Et oui, messieurs, dames et damiselles, ben dame alors, ça décoiffe au MEDEF qui veut changer la France, rien que ça. Malgré tout le respect que j'éprouve pour le patron d'une usine textile de Roubaix, employant 127 personnes, ou pour le patron d'une fabrique de fromage du Tarn-et-Garonne qui en emploie 32, je ne vois pas au nom de quoi ces patrons pourraient avoir la prétention dans leur activité professionnelle de changer la France. Développer leur entreprise, oui. Changer la France, non, ça n'est pas leur travail. Sont-ils pas devenus fous au MEDEF ? En fait, au nom de quoi le MEDEF proclame-t-il sa volonté affichée de changer la France ? Tout simplement au nom du mondialisme le plus débridé. Le MEDEF, à l'intérieur duquel le poids des grandes entreprises est considérable, affiche avec un tel titre qu'il faut changer la France de fond en comble pour transformer notre cher vieux pays en région d'un monde unifié, habité par des milliards de consommateurs dressés à consommer à grande échelle les produits standardisés des entreprises mondialisées. Le titre de cette brochure du MEDEF est tout à fait symptomatique de l'état d'esprit des grands patrons français. Il est d'ailleurs tout à fait intéressant de savoir que le MEDEF a fait les yeux doux, tout doux et roudoudou à Macron-Nord pendant la campagne présidentielle de 2017. De façon tout à fait claire, les grands patrons faisaient partie intégrante de la Macronie en marche qui aujourd'hui conduit la France vers l'abîme. Le MEDEF développe donc désormais une idéologie mondialiste fondée sur son Dieu à lui, à savoir la richesse, idéologie tout à fait opposée à tout souverainisme et ne voit plus dans la nation française qu'une vieille relique qu'il faudrait oublier le plus vite possible. Il oublie simplement que les Français savent que la richesse ne consiste pas en la seule accumulation d'euros ou de dollars et ne laisseront sûrement pas mourir la France. Je vous souhaite une très bonne soirée.